De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Cher, Jemal Taleb et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Les chefs traditionnels étaient les acteurs principaux de la gestion des communautés pendant la période précoloniale. Aujourd'hui, c'est l'État, à travers ses représentants et son administration, qui a pris le relais. Et pourtant, la chefferie est loin d'avoir perdu toute son influence. Un reportage de Serge Kofi. Ils sont les gardiens de la tradition ancestrale en Afrique, mais leur statut va au-delà. Le chef traditionnel fait partie intégrante de la communauté. Selon les pays et les régions, leur poids est plus ou moins important. Ils sont partie prenante de la vie sociopolitique. Faute de pouvoir exercer leur autorité comme par le passé, les chefs traditionnels sont tenus à des fonctions sociales et morales en tant qu'organisation de la société civile de l'État post-colonial. Tour d'horizon du statut de la chefferie traditionnelle sur le continent. Pendant la période précoloniale, les chefs traditionnels avaient la gestion de leur communauté. Aujourd'hui, sans pour autant interférer dans le jeu politique, ils jouent un rôle bien précis, celui d'acteurs sociaux militant pour la renaissance des valeurs culturelles et traditionnelles. Ils sont également sollicités pour les règlements de conflits domaniaux et familiaux. Le roi occupe la seconde place dans tous les pays africains. Malheureusement, c'est pas ce que nous voyons. Parce que la seconde place, c'est quoi? Il y a la République et après il y a les rois. Parce que quel que soit le chef, que tu peux prendre un exemple, parce que tout roi est chef, et le chef que tu vas prendre dans un village, il est le représentant du chef de l'État. Ça veut dire qu'il est le pouvoir en miniature. C'est lui qui représente et les gendarmes, et les policiers, et le tribunal, et l'administration. Parce que l'État, aujourd'hui, n'a pas suffisamment de moyens pour vraiment installer la gendarmerie dans tous les villages. Donc le leader traditionnel, même du plus petit lieu, occupe un rôle très important pour la stabilité du pays. Au fil des années, les chefs traditionnels africains se sont fédérés afin de se faire une place plus importante au sein des institutions. Les têtes couronnées se réunissaient pour la première fois à Savalou au Bénin pour que les pouvoirs publics de chaque pays considèrent le collectif des rois et chefs traditionnels d'Afrique comme un organe de pouvoir traditionnel pour la prévention et la gestion des frustrations et des conflits. Le continent africain regorge des ressources du sol et du sous-sol considérables. Et nous avons des ressources humaines hautement qualifiées. Nous pouvons aller de l'avant si nous nous mettons ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut aller très très loin. Le maître mot, c'est l'unité africaine renforcée et aboutir plus tard à la création des États-Unis d'Afrique. Et qu'on dise, n'est-ce pas, halte au micro-État. Voilà. En Afrique, les populations croient aux chefs traditionnels qui restent des personnes très écoutées. Dans la plupart des cours royales, leur voix compte bien souvent plus que celle d'un représentant de l'administration centrale. Dans certains cas, ils sont les meilleurs interlocuteurs. Avec cette reconnaissance, les chefs traditionnels se sont regroupés au sein d'un forum afin de revendiquer une place plus représentative dans la gestion de leur État respectif. Les représentants réels de l'Afrique, les réels représentants des intérêts africains, qui étaient les rois, ont perdu leur couronne au profit de la toge présidentielle. Les chefs d'État sont jaloux de leurs prérogatives et ne regardent plus que du coin de l'œil ces chefs traditionnels. Mais ils n'en savent pas moins que l'Afrique repose sur le seul socle de la tradition. Il est un pays où les chefs traditionnels jouent un rôle très important. Au Ghana, la sagesse des chefferies est reconnue. Elle est la base de la justice traditionnelle. Une justice gage d'équité dans la société ghanéenne. Le droit coutumier, comme on peut l'appeler, reste présent dans le régime constitutionnel moderne du Ghana, devenu un pays démocratique depuis 1992. Le pays évolue en effet sur un système judiciaire hybride. Une justice classique comme dans tous les pays du monde avec des tribunaux et différentes cours de justice, mais aussi une justice traditionnelle qui a gardé toute sa valeur au fil des années. Traditional justice is one of the things which is older than colonialism. La justice traditionnelle est bien plus vieille que la colonisation. Et à travers cette justice, on privilégie l'arbitrage.
Dans la justice moderne telle qu'on la connaît, soit c'est bon, soit c'est punissable. En matière de justice traditionnelle, on essaie d'aller bien au-delà de ces considérations. La justice traditionnelle met fin au conflit très tôt avant que ça ne parte dans tous les sens. Une justice traditionnelle qui se joue au Ghana Traditional Court, une cour de justice traditionnelle implantée à Accra, la capitale du pays. Au sein des cours royaux, des familles ou encore des collectivités, le droit coutumier s'exerce aussi, mais sous l'autorité des chefs traditionnels. Ni Tetekwo Ier est l'un des plus importants chefs traditionnels d'Accra, la première ville du Ghana. Sous son autorité, plusieurs conflits familiaux ou même politiques ont pu être résolus. Quand nous avons deux personnes en conflit, nous les mettons en face et leur posons des questions. Nous essayons toujours de trouver une solution amicale. Pas besoin d'aller plus loin en attendant que les choses dégénèrent. Autre rôle que jouent les chefferies traditionnelles sur le continent, la préservation de la culture locale. À Fumban, l'un des départements du Cameroun, un royaume a résisté à la colonisation. Ici, Ibrahim Bombo Joa, le 19e descendant d'une des plus anciennes dynasties d'Afrique, prône la conservation et la mise en valeur des arts et techniques traditionnels. Il œuvre pour la préservation de l'écriture des Bamoun, le Shomon. Nous sommes en train de tout faire pour faire vivre cet alphabet et cette écriture. Ça m'a beaucoup affligé quand je suis arrivé ici en Fumban en 92, de constater que beaucoup de gens ne connaissent pas qu'un noir a inventé une écriture. Les chefs traditionnels demeurent les gardiens des coutumes qui suscitent l'attachement et sont les représentants visibles d'une communauté locale. Ils jouissent à ce titre d'une influence considérable au sein de la population. Aujourd'hui, le rôle fondamental qu'ils jouent dans la résolution des clivages politiques ainsi que dans la conservation des valeurs traditionnelles leur confère une place bien visible dans la vie politique nationale. Malik, est-ce que la chefferie traditionnelle s'oppose aujourd'hui à l'État ou est-ce que c'est complémentaire finalement? C'est là tout le débat. Est-ce que la chefferie, est-ce que c'est une organisation qui est opposée à l'État ou complémentaire? Et là, le débat est ouvert et complexe. Bon, effectivement, comme on l'a vu dans le reportage, ça peut être quand même de belles complémentarités pour justement régler les litiges sur le plan local, parce qu'on sait que les États africains sont des États, pour beaucoup, centralisés, qui n'ont pas des instances dans tous les pays qui le représentent. Et effectivement, les chefferies peuvent, dans ces domaines-là, pour les petits litiges, les litiges fonciers, les litiges d'ordre familial, ça peut être aussi une belle complémentarité. Maintenant, toutes les chefferies ne sont pas les mêmes. Est-ce que dans toutes les chefferies, il y a des principes qui nous est chers, par exemple, à tout être humain, garantissant les libertés individuelles? Est-ce qu'il y a des résolutions de conflits qui se fait dans l'équité? Ça, c'est autre chose. Et ça aussi, ça mène à un grand débat. C'est pour ça qu'on va en discuter d'ailleurs maintenant, mais c'est très intéressant. Et effectivement, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Je ne peux pas vous dire c'est une complémentarité ou une opposition, parce qu'il y a des cas où c'est le cas. Par exemple, là, on l'a vu, c'est au Bénin, et il y a dans d'autres pays où ce n'est pas forcément le cas, et où il y a ces autorités-là, locales, ces chefferies qui s'opposent bec et ongle à l'État, et sur des motifs qui sont parfois, qui ne sont pas des motifs valables. Génial, dans le reportage, on parle de droit coutumier. Est-ce que le droit coutumier peut coexister avec le droit écrit? Incontestablement. Une règle de droit, c'est quoi? Une règle de droit, c'est celle qu'une autorité légitime, élue de préférence, a décidé que c'était du droit. C'est-à-dire qu'un Parlement légifère, il décide qu'une règle a une force obligatoire et elle devient du droit. Dans l'histoire du droit, la coutume a une place non seulement importante, mais particulière. Après, il n'y a pas un droit général. Chaque peuple, chaque communauté, chaque citoyen a ses règles de droit. Dans le droit romano-germanique, donc, qui est donc le droit romain appliqué donc par les pays latins d'Europe du Sud. La coutume a été transformée en règle et est devenue une règle de droit. Et en général, on applique après, le droit est vivant, et donc il se transforme tout le temps. Ce qui explique donc que nous avons un droit aujourd'hui moderne. Après, la question, c'est une question de procédure. La procédure elle-même est de toute façon une procédure au départ traditionnelle, quelle qu'elle soit.
Après, la coutume est reconnue en droit international, c'est-à-dire que l'article 38 de la Cour internationale de justice reconnaît la coutume comme étant règle source de droit. Il exige évidemment, pour plus de précision, deux choses importantes, la répétition et l'acceptation. C'est-à-dire qu'une règle de droit, à partir du moment où une règle coutumière, à partir du moment où elle est acceptée et qu'elle est répétée, elle devient une règle de droit. Après, dans nos sociétés modernes, les choses sont différentes. Les pays ne sont pas les mêmes. Nous avons 54 pays, donc nous avons 54 régimes juridiques différents. Nous avons chaque 54 situations différentes. Au Burkina Faso, en juin 2012, on a décidé, je me souviens de l'expression morale réelle, on a décidé que les autorités coutumières étaient dépositaires d'une autorité morale. La question est de savoir, elle va jusqu'où cette autorité morale et qu'est-ce qu'elle est capable de faire. On a vu le rôle important du chef traditionnel des Moussi dans la solution de la crise au Burkina Faso. On a vu le rôle important, salutaire, parfois, des autorités coutumières au Sénégal. Et on voit donc leur complémentarité par rapport à l'État et on n'est pas toujours dans une opposition, même si parfois certains le regrettent, sans doute d'ailleurs de façon légitime, mais en tout cas on n'est pas dans une opposition permanente. Après, il y a les régimes juridiques qui sont aussi différents. L'Ouganda a décidé les deux choses à la fois. Il a décidé à la fois que la coutume est une source importante, ça dépend de n'importe quel conflit, mais en tout cas dans certains conflits, et que surtout les chefs traditionnels sont eux aussi là, dépositaires d'une autorité morale, parfois politique. Au Rwanda, après le génocide, on a créé donc un complément du droit international, donc des tribunaux internationaux ad hoc. On a créé donc les gacaca, qui ne sont rien d'autre que des tribunaux traditionnels qui sont basés, bien entendu, sur la réconciliation et l'entente. Mais en tout cas, c'est la tradition qu'on a transformée là, encore une fois, en mode de gestion à la fois juridictionnelle et politique. C'est-à-dire que la coutume en soi et les chefs coutumiers peuvent être incomplémentaires. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas y avoir de conflit. Et Malik a raison. Il y a des situations où, bien entendu, vous avez des chefs traditionnels, des chefs coutumiers qui font de la résistance, qui font du pouvoir et qui sont capables, bien entendu, de s'imposer de façon avec force et parfois, hélas, avec violence à l'autorité légitime, élue parfois. Jean-Marie, il y a donc une multitude de chefferies et non pas une chefferie traditionnelle en Afrique. Alors comment est-ce qu'on peut donner un statut à la chefferie ? Ça dépend des sociétés auxquelles on s'adresse. On ne peut pas donner un statut particulier, si vous voulez, général en Afrique concernant les chefferies. Une chefferie, c'est quoi? C'est une organisation sociale. Dans cette organisation sociale-là, il s'agit d'organiser, comment dirais-je, le mode de vie des gens. Comment est-ce que la justice est posée? Comment est-ce que la vie se déroule à l'intérieur de ces différentes communautés-là? Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas avoir un statut général. Donc, ça va dépendre maintenant des sociétés auxquelles on s'adresse. Par rapport à ces sociétés-là, effectivement, en Afrique, comme Djemal vient de le dire, le droit, la coutume est une source du droit. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement uniquement chez nous en Afrique, même en France. Quand vous prenez les livres de droit français, vous voyez que la source, si vous voulez, du droit, la coutume en fait partie. Évidemment, les organisations internationales s'en sont saisies. Donc à partir de ce moment-là, les chefferies en Afrique jouent, de mon point de vue, un rôle de stabilisateur, si vous voulez, dans la société. Ce sont des organisations sociopolitiques et sociétales qui sont très très anciennes par rapport à nos traditions. Donc quand on nous amène maintenant la colonisation va permettre, comment dirais-je, plus ou moins à ces gens-là de pouvoir coexister dans la mesure où cette organisation sociétale-là, on ne peut pas la raser du jour au lendemain. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens ont des habitudes, des us et des coutumes. Et étant donné que tout ce qui nous arrive de l'extérieur, c'est c'est importé. Étant donné que c'est importé, obligatoirement, vous allez avoir des conflits là-dedans. Les conflits sont liés à quoi? Vous voyez les chefs traditionnels qui sont en place. Il y a la notion d'autorité et la notion de pouvoir. Ces deux notions-là sont des notions qui sont intimement liées. Donc, dès cet instant-là, qu'est-ce qui va se passer? Les chefs traditionnels, il y a la coutume qui est liée à la société, à l'ère géographique à laquelle on s'intéresse quand il s'agit de parler des chefferies en Afrique. Et vous avez, si vous voulez, la pratique qui est extérieure, qui est la pratique occidentale, Fanny. Donc, dès cet instant-là, vous ne pouvez qu'avoir que des conflits dans un premier temps. Mais au fur et à mesure où les choses vont se normaliser, on va essayer de comprendre quel est l'apport extérieur par rapport à la dynamique dont Djemal parlait tout à l'heure, parce qu'une société, c'est quelque chose de dynamique qui est appelé à changer, à s'adapter en fonction des différents environnements dans lesquels on se retrouve. Donc, dès cet instant-là, les chefferies ont encore leur place en Afrique dans la mesure où on oublie souvent une chose. Bon,
vous avez l'ensemble de la population africaine à hauteur de 80% qui vit encore dans les campagnes. Et dans ces campagnes-là, vous n'avez pas obligatoirement, automatiquement, si vous voulez, des instruments juridiques modernes pour pouvoir légiférer sur place vis-à-vis de la population. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se repose encore sur ces chefferies traditionnelles-là qui contribuent à stabiliser l'environnement politique, même des institutions modernes, parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser du jour au lendemain. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante dont parlaient mes deux collègues là tout à l'heure. Vous aurez les rébellions d'un côté, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas se dessaisir de l'autorité et du pouvoir qu'ils avaient, et d'un autre côté, dont il est souhaitable, comme on parlait du Ghana là tout à l'heure, chez moi au Cameroun, c'est la chose qui se passe, c'est-à-dire les deux coexistent en même temps. Vous avez la coutume, vous avez des tribunaux coutumiers qui existent au Cameroun, comme on vient de le voir dans le reportage au Ghana, et qui existent aussi, si vous voulez, la dimension, c'est-à-dire moderne, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, dont je pense que les chefferies ont encore leur place en Afrique pour pouvoir stabiliser nos sociétés africaines et non pas les lancer, si vous voulez, dans le train de la modernisation à tout prix. Malik, est-ce que finalement les chefferies traditionnelles ne subsistent pas là où l'administration étatique ne s'est pas encore installée, comme les zones rurales reculées, justement? Elles subsistent dans les zones rurales, et Jean-Marie vient de le dire, et elles sont très importantes, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que si l'État se déploie à travers le pays, que fatalement il faut éradiquer ces chefferies-là et qu'il n'y ait qu'une autorité, celle de l'État. Là, nous rentrons dans la complémentarité. Il peut y avoir cette complémentarité, comme nous l'avons tous dit au début. Et effectivement, il n'y a pas un effacement au profit de l'État. Ça serait une vision finalement pas moderniste. Beaucoup de monde pense que la modernité, c'est l'autorité de l'État qui règne partout. Elle peut régner, mais en complémentarité avec des structures traditionnelles aussi. Parce que ces structures-là sont là depuis des siècles et que cette autorité-là traditionnelle fédère des communautés autour de valeurs qui sont parfois nobles, souvent nobles, non, plutôt souvent que parfois, excusez-moi. Et effectivement là, l'autorité de l'État, elle n'est pas contraire à cette existence-là de ces communautés-là, de ces chefferies. Merci messieurs, nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la troisième partie de l'Africa News Web.